Vous avez regardé l'épisode 5 de House of Dragon, saison 2 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait l'analyse, le décryptage des références de cet épisode 5, mais aussi les différences avec le livre Feu et Sang, et enfin quelques petits spoilers pour les lecteurs du livre. Et puis évidemment, je vous préviendrai juste avant, histoire que vous soyez pas spoilés si vous n'avez pas encore lu le bouquin. Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode 5, alors c'est parti, ne perdons pas de temps. À Port-Réal, Criston Cole s'imagine être accueilli en véritable héros en organisant ce qu'il pense être une parade triomphale de la tête décapitée de Méléis. C'est absolument tout le contraire qui se passe puisque les habitants y voient surtout un mauvais présage et la possibilité offerte à Rhaenyra de venir punir ce meurtre par le feu et le sang directement à Port-Réal. Gwaine Hightower confirme, c'est effectivement une drôle de victoire qu'ils ont remportée ici puisqu'ils ont eux-mêmes perdu un dragon en feu du soleil, je reviendrai d'ailleurs sur son sort un peu plus tard dans cette vidéo, mais ils ont aussi un roi qui est manifestement hors d'état de gouverner. Trêve de suspense donc, Aegon est bien vivant, mais il est dans un très mauvais état, son armure ayant tellement chauffé qu'une partie de son corps en a brûlé. Notez d'ailleurs le parallèle entre Aegon alité et son père Viserys, tous deux sont des rois qui ne peuvent plus gouverner à cause d'une blessure, forcés à tenir le lit et en partie couverts de bandages. La comparaison est en tout cas saisissante. J'ai aussi été frappé par cette micro-scène où Alicent est au chevet de son fils et quitte sa chambre avant d'entendre qu'il l'appelle à l'aide en appelant sa maman comme un jeune enfant. Encore une fois, l'instinct maternel d'Alicent est remis en question et on laisse l'enfant blessé seul. En son absence, comme s'empresse de le faire observer Aemond, il faudra bien quelqu'un pour mener la guerre. Ici, dans cette scène où l'on voit Aemond parfaitement impassible devant l'état de santé de son frère, on voit bien qu'il n'a absolument aucun remords et qu'il est tout à fait prêt à prendre le contrôle de Port-Réal. Alicent se rend d'ailleurs compte un peu plus tôt qu'il porte l'attaque d'Aegon, et on peut se demander si elle se doute de ce qui s'est vraiment passé à Repos des Freux lorsqu'elle va questionner Criston Cole qui dotait ce mur dans le silence. Arrive donc un conseil restreint sous tension où Alicent va tout faire pour éviter qu'Aemond ne prenne le rôle de régent. Elle en appelle d'abord au bon sens des membres du conseil, rappelant qu'Aemond est un jeune homme emporté qui a déjà coûté beaucoup au vert. On peut aussi la voir rappeler son propre rôle aux côtés d'Otto Hightower lorsque Viserys était au plus mal. On la sent presque se vendre comme un entretien d'embauche, mais aucun de ses recruteurs ne semble l'écouter. Tous ont déjà un avis bien tranché, c'est Aemond qui doit prendre la régence. Alors Alicent se tourne vers ceux qu'elle pense être ses alliés, Larys et Criston Cole, et c'est là qu'arrive la véritable trahison pour Alicent. Ses deux plus proches conseillers se retournent contre elle et donnent le pouvoir à Aemond qui s'empresse de s'en emparer. Ce plan sur Alicent, tandis qu'Aemond prend ses premières directives en tant que régent, est tout à fait parlant. On se concentre sur le regard horrifié d'une mère qui dit depuis plusieurs épisodes savoir qui est son fils, mais elle n'a plus le pouvoir pour l'empêcher de prendre la tête de l'État. Aemond a donc parfaitement réussi son coup. Non seulement il a mis son frère hors d'état de nuire, mais en plus, il obtient un aller simple pour le trône de fer sans avoir à rendre des comptes. La seule qui est semble-t-il au courant, c'est Helaena, définitivement presciente donc, qui lui demande si blesser son propre frère valait la peine dans son plan de monter sur le trône. J'aurais pour ma part aimé que cette scène ne s'arrête pas là, mais visiblement, on n'a pas vraiment le droit d'avoir Helaena plus de 3 secondes à l'écran depuis la fin de l'épisode 1. Concernant la stratégie d'Aemond en tant que régent, il demande aux Lannister de presser le pas. Ceux-ci se trouvent à l'ouest, à la Dent Dorée, ou la Golden Tooth en anglais, et doivent désormais partir à l'est pour affronter Daemon Targaryen et enrôler les seigneurs et les armées du Conflant. On imagine donc qu'on va voir un peu plus les Lannister dans la fin de saison 2. Il prend aussi une mesure forte, celle de détacher les chasseurs de rats pendus par son frère, comme un symbole de sa régence en opposition à celle d'Aegon. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir quand vous les soutenez avec un like, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche pour être mis au courant des futures sorties de vidéos autour de House of Dragon et de plein d'autres choses, bien entendu. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment ma page Discord, où vous trouverez plus d'une centaine de commentateurs et de fans de House of Dragon et de Game of Thrones. Vous pouvez aussi participer à l'effort de guerre en me donnant quelques deniers sur ma page Ko-fi, KissKissBankBank ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. Vous aurez accès évidemment à des contenus exclusifs et à toute ma gratitude, c'est déjà pas si mal. Merci évidemment à tous mes soutiens.
Vous pourrez aussi me voir tous les mardis avec Mr. Grimes et Say My Name pour faire un débrief de l'épisode de House of the Dragon. Et puis vous pouvez aussi suivre mon podcast Pop News tous les lundis soirs en direct ou tous les mercredis dans vos oreilles. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Les passages qui mettent en scène le petit peuple de Port-Réal, dont Hugh Hammer, Hugues Marteau en français, sont très intéressantes car elles insistent bien sur la condition très précaire de la populace dans cette guerre qui leur impose des privations à tel point que certains d'entre eux veulent quitter la ville pour un avenir meilleur. Le fait de choisir de les enfermer équivaut sans doute à créer une véritable bombe à retardement dont Mysaria compte bien profiter, comme elle en parle à Rhaenyra. Comme elle le dit très bien, il y a plusieurs manières de mener une guerre, et la guerre de l'information, ou de propagande, dira-t-on, en est une qui a été assez peu vue dans Game of Thrones ou dans House of the Dragon. Attendez-vous donc à ce que dans la suite de la saison 2, on voit des agents de Rhaenyra, dont Elinda Massey, qu'on voit arriver à Port-Réal, faire grandir la grogne des habitants de Port-Réal. Notez qu'on voit d'ailleurs encore cette fameuse gamine qui buvait le thé de lune dans la fin de la saison 1, et qu'on revoyait dans l'épisode 3 à l'auberge. Alors pourquoi c'est vers elle qu'Elinda se dirige? Les deux femmes ont travaillé dans le Donjon Rouge et se connaissent donc, et le fait que la jeune fille travaille dans une auberge lui permettra sans doute de diffuser assez facilement des ragots auprès du petit peuple qui aime bien écouter des histoires et des rumeurs. En tout cas, on note que Mysaria obtient une importance croissante dans cette saison 2 aux côtés de Rhaenyra à Père Dragon. Et si elle n'en a pas encore la charge officiellement, on voit bien qu'elle agit vraiment comme une maîtresse des chuchoteurs, comme Larys auprès d'Aegon. Du côté des partisans de Rhaenyra, force est de constater que l'immobilisme est de rigueur. C'est semble-t-il le fil rouge de Rhaenyra dans cette saison 2, l'envie d'agir, mais elle est restée bloquée par ses propres conseillers qui lui demandent de ne rien faire pour ne pas se mettre en danger. Jaehaerys souffre lui aussi de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, mais finit par désobéir et se rend aux jumeaux chez les Frey pour négocier leur soutien dans la guerre qui débute. Il n'en fait donc qu'à sa tête, à l'image de cette promesse mensongère du soutien de Daemon, alors que celui-ci n'est clairement pas très présent en ce moment aux côtés des Noirs. C'est en tout cas intéressant de voir que Jaehaerys est dans la même situation que sa mère, c'est-à-dire dans une attente qu'il trouve insupportable, mais il finit par agir, contrairement à Rhaenyra, à voir si Rhaenyra va elle aussi s'affranchir de son devoir de prudence dans la suite. On voit en tout cas que Jaehaerys prend un peu d'importance dans ce milieu de saison 2, et c'est bon à voir. Surtout, c'est lui qui propose à sa mère l'idée de faire appel à des dragonniers auxquels elle n'aurait pas spécialement pensé. Ici, Jaehaerys évoque ce que Ulf a nommé les semences de dragons dans l'épisode 3, ces personnes dont le sang valyrien coule dans leurs veines et qui seraient peut-être à même de chevaucher un dragon. Et voilà qui changerait absolument tout, car malgré le fait que Père Dragon possède le plus de dragons, la plupart d'entre eux sont soit sauvages, soit sans dragonnier. Et trouver des cavaliers à ces dragons changerait totalement le cours de la guerre. Dans cette séquence, on cite notamment Vermithor, qu'on avait déjà entrevu dans la saison 1, lorsque Daemon va le voir et lui chante une jolie chanson en valyrien. Il s'agit du vieux dragon du roi Jaehaerys, il a environ un siècle, ce qui fait de lui un dragon imposant et puissant. Est également cité Silverwing, ou Aile d'Argent, qui se trouve être la dragonne de la reine Alysanne, femme de Jaehaerys. Elle est aussi une dragonne assez âgée, environ un siècle également. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les différents dragons de House of the Dragon, j'ai une vidéo complète qui leur est dédiée ici. Je parlais de Daemon à l'instant, on note à nouveau que la série choisit de l'immobiliser à Harrenhal dans des visions toujours plus malaisantes. Cette fois, c'est sa mère, Alyssa, qu'il voit et avec qui il couche. Une nouvelle façon, pas forcément très finaude pour les scénaristes de nous montrer sa quête de l'approbation et de la validation qu'il a toujours cherché. Notez aussi la récurrence de la symbolique des mains sales et des taches en ce qui concerne Daemon. Lorsqu'il touche la gorge de sa mère dans sa vision, on voit une traînée de sang qui s'en échappe. Puis Alice Rivers doit le soigner à la main, qu'il a entaillé à force de travailler. Il dit lui-même qu'il ne veut pas qu'on dise de lui qu'il ne s'est pas sali les mains dans cette guerre, une phrase à double sens bien entendu, puisqu'il a effectivement mis la main à la pâte dans la tentative de restauration de Harrenhal, mais qu'il est aussi responsable de nombreuses atrocités, parmi lesquelles les exactions des Blackwood en terre Bracken, mais aussi la décapitation du prince Jaehaerys. Alice Rivers lui reproche d'ailleurs le caractère inconsidéré de ses cibles. Partout où il tente de se faire obéir, ce sont les innocents qui en pâtissent. À l'image de Jaehaerys, tué par sang et fromage, et des femmes et des enfants qui souffrent sous les assauts des Blackwood. Ça montre en tout cas bien à quel point pour Daemon la fin justifie les moyens. Notons tout de même que le fait que les Blackwood arborent les bannières de Rhaenyra durant leur pillage ne va sans doute pas aider la cause de la reine, loin de là. On remarquera également que l'ombre de Rhaenys pèse sur les Noirs pendant cet épisode 5. C'est évidemment très net dans le regard de Corlys à la marque, bien entendu, mais on en découvre un peu plus sur la reine qui ne le fut jamais.
au travers de certaines discussions, notamment entre Bayla et Rhaenyra, qui lui expliquent comment Rhaenys a apprivoisé sa dragonne Meleys, qui était la monture d'Alyssa, la mère de Daemon et Viserys. D'ailleurs, ce passage est inventé par la série parce qu'on ne nous dit pas du tout comment Meleys a été apprivoisée par Rhaenys dans Feu et Sang. Bayla évoque aussi la mort de sa grand-mère auprès de Corlys Velaryon et lui rappelle qu'elle était une femme forte qui aurait sans doute voulu mourir de la sorte plutôt que de vieillesse dans son lit. C'est aussi l'occasion pour Corlys de remettre sur le tapis la question de sa succession sur le trône de bois flotté de la marque. Sans doute dans un dernier hommage à Rhaenys qui lui demandait au début de la saison 2, il lui demande de devenir son héritière, mais c'est Bayla qui refuse cette fois, arguant que le trône doit revenir au sel et à la mer, tandis qu'elle se sent plus Targaryen, donc du feu et du sang. Il ne reste donc plus beaucoup de possibilités d'héritier pour Corlys, puisque Jaehaerys est déjà écarté, puisqu'il est l'héritier de Dragonstone. Il avait aussi écarté Joffrey et Rhaena pour leur méconnaissance de la mer. Alors on se demande bien vers qui Corlys va se tourner. Ah là là, mais quel suspense. Il y a énormément de références qui sont faites et disséminées dans cet épisode 5, donc ça va être une grosse section décryptage de références pour aujourd'hui cet épisode 5. Le fait de parader la tête décapitée d'un dragon en guise de procession victorieuse est un coup parfaitement raté de la part de Criston Cole, qui n'envisage pas la véritable réaction du peuple. Certains d'entre eux expliquent qu'il s'agit d'un mauvais présage, mais pourquoi ? D'abord, il y a le fait que pour beaucoup d'entre eux, le meurtre de Rhaenys et de sa dragonne ne peut rester impuni. Certains s'imaginent donc que Rhaenyra va répliquer et qu'elle va s'attaquer par le feu et le sang à Port-Réal pour punir cette trahison. Il y a donc cette dimension chez le peuple, mais il y a aussi la superstition qui s'y ajoute. Dans Feu et Sang, on nous dit à plusieurs reprises que les Targaryens, du fait qu'ils chevauchent des dragons, sont considérés comme plus proches des dieux que les autres mortels. Le fait d'abattre un dragon de la sorte est donc vécu comme un mauvais présage, dans le sens où tuer ce qui rapproche les Targaryens des dieux est sans doute de mauvais augure pour le reste de la guerre. Tant que je parle de dragon, parlons un petit peu du feu dragon. Il faut préciser que les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu dragon. Dans les livres Le Trône de Fer, le fait que Daenerys y survive est raconté comme miraculeux et inexpliqué. Dans la série, on voit bien d'ailleurs que Daemon a des cicatrices de brûlure, notamment à l'épaule, et ici, c'est Aegon qui a subi le feu dragon de plein fouet et sur le côté, et ses blessures auraient sans doute été encore pires s'il n'avait pas porté l'armure d'acier valyrien d'Aegon. Notez qu'il s'agit d'une invention de la série, il n'est fait référence nulle part à une armure d'acier valyrien ayant appartenu à Aegon. Toujours est-il qu'on sait que l'acier valyrien résiste au feu ainsi qu'au feu dragon. Pour autant, on nous explique dans le making-of de l'épisode que l'acier valyrien qui recouvrait Aegon a tellement chauffé qu'il en a brûlé la peau du jeune roi. Pour la petite anecdote, il fallait 6 heures de maquillage pour que Tom Glynn-Carney, l'interprète d'Aegon, soit recouvert des brûlures d'Aegon. Notez par ailleurs que lorsqu'Aegon est mis sur son lit, on peut voir les Sœurs du Silence prêtes à agir si le roi s'avérait mort. On a eu l'occasion de les voir plusieurs fois à l'œuvre aussi bien dans Game of Thrones que dans House of the Dragon, mais pour rappel, les Sœurs du Silence sont un ordre de religieuses qui s'occupent des morts. Elles pratiquent la foi de l'étranger, le dieu de la mort dans la religion des Sept, et elles font également vœu de chasteté et de silence, d'où leur nom. Il y a aussi énormément de noms de lieux et de personnages qui sont évoqués dans cet épisode, je me permets donc de vous en dresser une petite liste explicative. Rhaenyra d'abord veut envoyer des messages et des armes à ses alliés les plus proches de Repos des Freux, à Vierge-Étang ou Maidenpool en anglais, où règne la maison Mouton, mais aussi à la presqu'île de Claquepince ou Crackclaw Point en anglais, où est situé le siège de la maison Celtigar à Pince-Île. Après Repos des Freux, ce seraient des conquêtes toutes trouvées pour Criston Cole, mais au final, la main du roi est retournée à Port-Réal avec son armée. On retrouve également Rhaena aux Ériers, le formidable château de la maison Arryn dans le Val. C'est là qu'elle a emmené Joffrey, Viserys, Aegon et leurs dragonnets. On y découvre la dame Jane Arryn qui a promis une armée de 15 000 hommes contre un dragon. En effet, le château des Arryn est considéré comme imprenable, sauf si un dragon l'attaque depuis les airs. Et c'est d'ailleurs précisément depuis les airs que la reine Visenya Targaryen, sœur-femme d'Aegon le Conquérant, a conquis le Val en atterrissant directement sur les Ériers sur le dos de Vhagar. Un souvenir encore tenace pour Jane Arryn, qui veut donc se prémunir contre une nouvelle attaque de la sorte, et comme elle le dit, ce n'est pas avec des dragonnets qu'elle assurera la défense de son château. Notez qu'on a déjà eu l'occasion de voir les Ériers dans Game of Thrones, notamment en compagnie de Tyrion et de Sansa. Jaehaerys se rend également aux Jumeaux, la double forteresse de la maison Frey que les amateurs de Game of Thrones connaissent bien. Les Jumeaux se situent au nord du Conflent et sont une place forte d'importance puisqu'elle permet le passage par-dessus un des bras du Trident, fleuve qui coule partout dans la région. C'est grâce à leurs 2 châteaux identiques défendant le pont et aux lourds impôts qu'ils exigent pour le traverser que les Frey sont devenus riches
et une maison proéminente vassale de la maison Tully. A noter qu'ici, même s'ils ne sont pas nommés, on imagine avoir affaire au seigneur Forest Frey et à sa femme Sabitha Frey, qui gouverne les jumeaux à l'époque de la danse des dragons. Pour rester dans le conflant, à Harrenhal, Daemon tente d'organiser la venue de soldats dans la place forte, mais aussi de les nourrir et de les équiper. Il en appelle donc à des forgerons venus de Nuten et de Courbery, ou Riverbend en anglais. Tous deux sont des villes qui sont situées non loin de l'auberge du Carrefour, où se rencontrent tous les confluents du Trident. Il souhaite également faire venir des fermiers des Épois et de Noblecoeur, ou High Heart en anglais. Noblecoeur est une colline au sud-est de Riverrun, ou Vivzeg. Les Épois, c'est le fief de la maison Buckwell, qui se situe au sud-est de Harrenhal. Daemon veut donc faire appel à toutes les forces de la région, qu'elles soient militaires ou économiques. Il est également question de rumeurs qu'Alice Rivers aurait entendues depuis la Haie-Pierre, ou Stonehenge en anglais, Plandagne et de Mory. La Haie-Pierre, c'est le siège de la maison Bracken, qui est mise à rude épreuve par les Blackwood dans cet épisode. Plandagne se situe au nord du siège des Bracken, non loin de l'auberge de l'homme à genoux, et Mory, c'est une bourgade appartenant à la maison Bracken, dont on ne connaît pas vraiment la situation géographique exacte. En tout cas, l'idée c'est que les méfaits de la maison Blackwood se ressentent sur tout le territoire des Bracken. Et le seigneur Bracken nargue Willem Blackwood, lui rappelant que son frère a été décapité à la bataille du Moulin Brûlé. Il fait référence, semble-t-il, à Samuel Blackwood, qui a été tué à ce moment-là, lors de la danse des dragons. À Harrenhal, notez dans le grand hall la présence de tableaux qui représentent le château dans toute sa splendeur, mais aussi le bois de Barral, fameusement coupé par Aaron le Noir, et qui pourrait avoir maudit le château. À ce sujet, depuis que Daemon se trouve à Harrenhal, on voit des barrals un peu partout, devant le lac de l'Œil-Dieu, mais aussi leurs racines qui poussent un peu partout entre les murs du château, et Alix explique dans le précédent épisode que Daemon dort dans un lit qui a été fait du bois d'un barral coupé, ce qui expliquerait potentiellement ses visions étranges. On nous rappelle que le Conflant est une région où règnent à la fois les nouveaux dieux, la fameuse religion des Sept, mais aussi les anciens dieux, ceux pour lesquels on prie devant les barrals. C'est donc un lieu de foi, mais aussi un lieu d'une magie ancienne, et on voit bien que les riverains, les habitants du Conflant, ont du mal à se soumettre à Daemon et à son dragon. Enfin, toujours à Harrenhal, le seigneur Simon Ford explique que le toit du château et la tour plaintive attendent d'être réparés depuis le règne d'Aenys. Il s'agit du descendant d'Aegon le Conquérant, le deuxième roi targaryen des 7 couronnes, qui a régné de 37 à 42 après conquête, soit il y a un peu plus de 90 ans au moment où on voit les événements de House of Dragon. Ça commence donc à faire longtemps en effet. À Port-Réal, la femme de Hugues Marteau fait pression sur son mari pour que la petite famille quitte au plus vite la capitale de Westeros pour éviter de mourir de faim. Elle explique qu'ils pourraient trouver asile chez un de leurs proches à Chutebourg ou Tumbleton en anglais. Il s'agit d'une ville commerciale située au nord-est du Bief, région sous le commandement des Tyrell de Highgarden. On revoit aussi la salle des Neufs au château de la Marque, siège de la maison Velaryon. Cette salle des Neufs est un hommage aux 9 voyages que Corlys a entrepris dans sa jeunesse sur son navire, le Serpent de mer. D'ailleurs, petite anecdote, le décor de la salle des Neufs avait été détruit entre les saisons 1 et 2, donc ils ont reconstruit uniquement ce dont ils avaient besoin et ont remodelé le reste en effets spéciaux à partir de fond bleu. Baela parle notamment de ses voyages jusqu'à Yiti et Ashai qui se situent très à l'est sur le continent d'Essos. Yiti notamment est inspiré par le Moyen-Âge chinois, et Baela explique aussi que Corlys a déjà vogué dans l'ouest, un voyage extrêmement dangereux puisque dans le monde de Game of Thrones, ce qui se trouve à l'ouest de Westeros est encore parfaitement inconnu. On rappelle d'ailleurs qu'un spin-off animé sur les 9 voyages de Corlys est toujours prévu chez HBO. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai une vidéo dédiée au sujet des spin-offs de Game of Thrones qui sont en développement en ce moment. À Père-Dragon, ou Dragonstone, Rhaenyra explique à Baela que sa grand-mère, Rhaenys, n'a pas toujours été une grande fan d'elle, et pour cause, rappelons que Rhaenys tenait Rhaenyra pour responsable de la mort de Laenor Velaryon, son fils. Nous, téléspectateurs, savons que Laenor a simplement été envoyé au loin, mais Rhaenys et même Corlys ne sont pas au courant. Pour autant, Rhaenys avait choisi, en fin de saison 1, de soutenir la succession au trône de Rhaenyra, ainsi que ses enfants face aux revendications des Hightower. Toujours au sujet de Rhaenyra, celle-ci rappelle à Sir Alfred Boom qu'il n'a pas plus connu la guerre qu'elle. En effet, dans les épisodes précédents, elle expliquait qu'elle héritait de la part de ses prédécesseurs de 80 années de paix. En effet, depuis le début du règne de Jaehaerys dit le Conciliateur, en 48 après conquête, il n'y avait pas eu de guerre sur le sol de Westeros. Nous sommes désormais en 129 après conquête, soit 81 ans après, et la guerre sur le continent est une vraie réalité désormais.
Pour terminer, Rhaenyra et Jaehaerys s'intéressent, à la fin de l'épisode, à de potentiels nouveaux dragonniers qui seraient de lignée valyrienne éloignée et plus seulement Targaryen. Dans ce cadre, Rhaenyra explique que certains membres de la famille Mallister ou encore de la famille Tarly ont une partie de sang Targaryen dans leurs veines. Je suis allé rechercher rapidement s'il y avait des mentions de mariage entre Tarly, Mallister et Targaryen et je n'en ai pas trouvé. Sauf erreur, il s'agit d'un ajout de la part des scénaristes de la série. C'est maintenant le moment d'évoquer les différences qui sont majeures entre House of the Dragon et Feu et Sang, et vous allez voir, il y en a quelques-unes quand même dans cet épisode. Comme beaucoup d'épisodes de House of the Dragon qui n'adaptent pas spécifiquement un passage à proprement parler du bouquin, cet épisode 5 introduit beaucoup de différences et d'ajouts par rapport à Feu et Sang. On continue à développer tout un fil narratif à Harrenhal autour de Daemon Targaryen et Alice Rivers. Les visions sont tout à fait nouvelles pour la série, elles n'existent pas du tout dans le bouquin. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait tant de choses qui soient racontées autour d'Alice et Daemon dans le livre non plus. Pour ce qui est du commandement de Daemon sur le Conflant, Feu et Sang nous dépeint une conquête plutôt aisée de sa part, d'abord à Harrenhal, puis en Terre Bracken, qu'il soumet grâce aux Blackwood. Il y a bien des exactions qui sont menées par les Blackwood en territoire Bracken, sous les bannières de Rhaenyra cependant. À Port-Réal, il y a bien une procession de la tête de Meleys dans les rues de la ville. Daemon est effectivement nommé prince régent et protecteur du royaume. Il n'est pas fait état cependant d'une quelconque hésitation sur la question. On sait cependant qu'Aemon, dans le livre, trouve que la couronne lui va mieux qu'à son frère. Notez cependant que, dans le livre, Aemon refuse qu'on l'appelle roi et se borne à se faire appeler prince régent et protecteur du royaume, ce qui laisse entendre un certain respect pour son frère blessé. Encore une fois, la série décide d'ajouter énormément de ressentiment au personnage d'Aemon pour le caractériser plus que dans le livre. C'est un choix qui fait de lui très clairement le méchant de l'histoire, là où dans Feu et Sang, ce n'est pas vraiment précisé. D'ailleurs, à ce sujet, dans le livre, c'est Alicent qui décide d'enfermer la population de Port-Réal, pas Aemon. Je voulais aussi mentionner rapidement Feu du Soleil, j'ai beaucoup lu de commentaires ces derniers jours qui trouvaient que sa situation n'était pas claire dans la série, notamment parce que Criston Cole dit que le dragon d'Aegon était à l'agonie après la bataille de Repos des Freux. Je note qu'avant ça, Cole explique à Alicent qu'il a laissé une garnison à Repos des Freux, à la fois pour garder la forteresse, mais aussi pour garder le dragon du roi qui, je cite en anglais, « was long in the dying », littéralement qu'il mettait du temps à mourir. Ça signifie donc qu'il était en mauvais état, mais qu'il n'était pas mort au moment où Criston Cole a quitté Repos des Freux. C'est sans doute très mal expliqué dans l'épisode, mais je ne crois pas que l'épisode 5 introduise une différence majeure dans House of Dragon par rapport au livre qui, rappelez-vous, a tout de même été spoilé dans Game of Thrones. Allez, c'est le moment habituel toutes les semaines où les non-lecteurs du livre Feu et Sang vont nous laisser, puisque là, on va parler spoiler avec les lecteurs de Feu et Sang, donc évidemment, laissez le petit commentaire, le petit abonnement, le petit pouce en l'air, et on se retrouve très prochainement pour parler notamment des théories sur le trailer de l'épisode 6. Merci pour votre soutien, et on se retrouve très bientôt. Cet épisode 5 de House of Dragon nous offre une nouvelle scène d'intérêt avec un personnage secondaire, Hugh Hammer, ou Hugues Marteau en français, est utilisé par les scénaristes comme un symbole du petit peuple de Port-Réal, mais aussi des promesses non tenues d'Aegon II. C'est aussi lui que l'on met face à la stratégie d'emprisonnement du peuple affamé édictée par Aemond. On imagine que tout ceci va pousser la populace à bout et créer les graines d'un conflit plus violent dans les rues. Le fait que Mysaria parle très clairement avec Rhaenyra de guerre de propagande et du fait de manipuler l'opinion du petit peuple qu'elle décrit comme prêt à se rebeller à tout moment, met aussi en place les futurs grands moments de la série, dont la prise de Fausse Dragon qu'on imagine arriver en saison 3, je dirais. Au sujet de Hugh Hammer, je note tout particulièrement cette scène où il fait face à la procession de la tête de Meleys dans les rues de Port-Réal. Quand un jeune homme lui dit que ça remet en question ses croyances selon lesquelles les dragons étaient des dieux, Hugh lui répond que les dragons ne sont que de la viande. C'est un détail, mais ça montre bien ce que pense Hugh des dragons, et quand on sait que Hugh va prochainement devenir dragonnier, avoir un cavalier dragon qui pense à sa monture de la sorte, ça ne donne guère confiance en son respect pour son dragon, n'est-ce pas? Je trouve que c'est malin de la part des scénaristes d'avoir placé cette petite phrase ici. Même chose, lorsque sa femme le pousse à quitter Port-Réal pour demander asile à son frère, celui-ci s'emporte et lui demande si elle souhaite qu'il mendie pour sa survie. Ça montre bien que Hugh rêve aussi d'un moment où il pourra ne plus être dépendant des autres. Encore une fois, un trait de personnalité qui explosera plus tard dans la série lorsque celui-ci trahira ses allégeances. Les lecteurs auront aussi reconnu un petit clin d'œil des scénaristes à la future relation que mèneront Aemond et Alice Rivers. Lorsque Daemon affirme face à Alice qu'il vaudrait mieux qu'elle ne rencontre pas Aemond car il la pourfendrait plutôt que de la saluer, une réplique très ironique pour les lecteurs quand on sait qu'Alice et Aemond auraient eu une relation dont Alice revendiquera plus tard un enfant.
Cette fin d'épisode 5 met également enfin en place les concepts nécessaires à la mise en scène de la future Semaison Rouge, cette période où Rhaenyra et ses partisans appelleront les bâtards Targaryens à tenter de revendiquer les dragons sans dragonnier, dont les dragons sauvages. On imagine donc que d'ici la fin de la saison 2, on aura sans doute plusieurs dragonniers en supplément. On a déjà vu Hugh et Ulf, futurs cavaliers de Vermithor et de Silverwing, Aile d'Argent. On a aussi rapidement vu Adan Karen, futur cavalier de Seasmoke ou Fumée des Mers. Le fait qu'on n'ait toujours pas vu Nettles ou Horty me fait de plus en plus me dire que le personnage n'apparaîtra pas, ou du moins plus tard, à moins que son rôle ait été fusionné avec celui de Rhaena, auquel cas on oublierait donc son dragon à éclore Morning, ou point du jour, et on lui donnerait plutôt Sheep Stealer, ou voleur de moutons. C'est une possibilité qui me paraît de plus en plus probable. Interrogé au sujet d'Horty, Ryan Condal est resté évasif, donc il faudra attendre pour en savoir plus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode 5 de House of Dragon saison 2. Comme d'habitude, j'ai été ravi de vous préparer ce décryptage. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Donnez-moi évidemment votre note entre 1 et 5 dans les commentaires pour savoir si vous avez apprécié ou non cet épisode. Je suis toujours très curieux d'avoir vos avis, bien entendu. On se retrouve demain pour un décryptage du trailer de l'épisode 6 avec plein de théories, vous allez voir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce fameux épisode 6, justement. D'ici là, portez-vous bien, rejoignez-moi sur Discord, considérez le fait de me soutenir sur Ko-fi, sur KissKissBankBank ou bien sur la chaîne YouTube, c'est évidemment très apprécié. Et puis on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, salut à tous.